L'initiative globale contre la criminalité transnationale organisée veut soutenir une enquête sur les économies illicites et l'instabilité en Afrique de l'Ouest. Selon l'organisme de lutte contre la criminalité transfrontalière, il existe un lien entre les économies illicites et la persistance du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le but de cette enquête est d'arriver à identifier les liens réels entre les économies illicites et les conflits créant l'instabilité dans la sous-région. L'initiative globale cherche à ouvrir de nouvelles lignes d'analyse pour apporter des solutions créatives aux défis du crime organisé. À partir des résultats de cette enquête, Initiative globale compte créer une plateforme d'échange et de collaboration entre les gouvernements, les sociétés civiles, les universitaires, le secteur privé et d'autres acteurs. Cette enquête sera conduite par des journalistes issus des pays côtiers les plus exposés à la menace terroriste, surtout ceux résidant dans les zones à conflit et qui ont une compréhension démontrée des activités criminelles au sein d'un écosystème de conflit et une connaissance des contextes sociopolitiques locaux. Il s'agit du Togo, du Ghana, du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire s'est détériorée dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et dans le Sahel avec des coups d'État et l'influence des groupes armés. Ces groupes armés gagnent de plus en plus de terrain, étendant ainsi leur influence. Ils sont en grande mesure financés par des économies illicites telles que l'extraction illégale d'or, le vol de bétail, le trafic d'armes et les enlèvements, en particulier dans les zones frontalières. La production et la vente de marchandises contrefaites constituent un problème pour l'État togolais dont le coût se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. Cette situation a aussi de sérieuses répercussions économiques et sanitaires sur le pays et surtout sur les consommateurs. Médicaments, produits alimentaires de première nécessité, de contrefaçon entre autres, ont envahi les marchés togolais au point où il est souvent difficile pour les consommateurs de distinguer les originaux de leurs copies. Face à ce fléau, le ministère du Commerce en collaboration avec l'Office togolais des recettes OTR, partent en guerre en lançant une application mobile destinée à lutter contre les contrefaçons. En effet, il s'agit de la mise à la disposition des consommateurs d'une application baptisée Applisam pour solution automatisée de marquage. Selon le ministère et l'OTR, cette application va permettre aux consommateurs de scanner les produits à l'aide de leur téléphone Android afin de vérifier la légitimité et la qualité des produits, notamment les boissons alcoolisées, non alcoolisées, les eaux minérales et les tabacs. Rappelons que c'est depuis 2020 que l'OTR a lancé le système automatisé de marquage SAM pour améliorer la sécurité et l'authenticité des produits concernés. Le Togo se prépare à réaliser son 5e recensement national de l'agriculture, RNA5, une initiative clé annoncée le 23 août dernier par le ministre de l'Agriculture, Antoine Begbeni. Ce recensement, organisé 12 ans après le dernier effectué en 2012, s'étendra sur une période de 24 mois. Il vise à recueillir des données précises, indispensables pour évaluer avec rigueur les politiques et projets agricoles en cours dans le pays. L'importance du RNA5 réside dans sa capacité à fournir une image actualisée du secteur agricole, un domaine vital pour l'économie togolaise. Selon les données issues du dernier recensement en 2012, l'agriculture représente environ 40% du produit intérieur brut et emploie près de 60% de la population active. Les nouvelles informations recueillies seront cruciales, non seulement pour comprendre les transformations survenues depuis 2012, mais aussi pour ajuster les politiques publiques et soutenir le développement du secteur. En outre, les autorités togolaises envisagent d'utiliser les résultats du RNA5 pour le rebasage du PIB national, ce qui pourrait refléter plus fidèlement la réalité économique actuelle du pays. Le cadre juridique et institutionnel du projet sera prochainement renforcé par un décret, marquant le début de la phase opérationnelle du recensement. Cette initiative souligne l'engagement du gouvernement à suivre et évaluer régulièrement l'évolution du secteur agricole. Les résultats attendus permettront de mieux orienter les décisions stratégiques, de formuler des réformes adaptées aux besoins actuels et futurs et de soutenir la croissance économique du pays.
Au Burkina Faso, l'État a nationalisé les mines d'or de Boungou et Wagnon après un conflit juridique entre les sociétés minières Endeavour Mining et Lilium Mining. Lundi, des conventions ont été signées entre le ministre de l'économie, Aboubacar Nakanabo, et les deux entreprises pour finaliser cet accord. En juin 2023, Endeavour Mining avait vendu ses parts dans ces deux mines à Lilium Mining, dirigé par l'homme d'affaires burkinabé Simon Thiem Touré. Cependant, quelques mois plus tard, Endeavour accusait Lilium de ne pas respecter ses échéances de paiement et avait saisi la justice. Pour régler ce différend, l'État burkinabé a racheté les mines, concluant 3 accords avec Endeavour pour un montant d'environ 90 millions de dollars, incluant des paiements et des redevances sur 400 000 onces de production d'or. C'est derrière ces murs rehaussés de barbelés sur l'avenue Batetela, en plein centre de Kinshasa, que les violences ont eu lieu. Tard dans la soirée de vendredi, 2 diplomates français et un garde de sécurité ont été agressés par des policiers et des agents du parquet venus leur faire quitter leur villa, pourtant propriété française. Blessé, l'un des employés de l'ambassade a dû passer le week-end à l'hôpital. À l'origine de cet incident diplomatique, un conflit foncier débuté il y a une quinzaine d'années selon ce maraîcher qui vend chaque jour ses produits tout prêts. Il aurait été témoin d'autres altercations musclées dans le passé. Ils sont déjà venus ici à 4 reprises. À 4 reprises. Souvent, ils viennent ici, dehors, ils font ce qu'ils peuvent faire. Première cible, ce sont des travailleurs qui sont là. Ces derniers temps, moi aussi, j'étais aussi ciblé. On m'a même dit non, je suis les éclaireurs. Mais non. Mais il fallait, comme la famille en question vient souvent faire de menaces ici. 3 jours après cet événement, la ministre des Affaires étrangères a reçu l'ambassadeur français en RDC pour présenter ses excuses et l'assurer des bonnes relations diplomatiques entre Paris et Kinshasa. Elle a également précisé que les autorités avaient pris des mesures pour éviter d'autres incidents de ce genre à l'avenir. C'était un entretien très positif, et un entretien tout à fait en ligne avec la qualité des relations qui lient nos deux pays. Nous travaillons sur des chantiers de coopération importants et il n'est pas admissible qu'un incident de cette nature vienne entacher ou troubler nos bonnes relations de travail et d'amitié. La Convention de Vienne garantit l'inviolabilité et l'immunité des ambassades et de leurs équipes, mais plusieurs bâtiments seraient concernés par ces conflits fonciers. Un problème récurrent dans le quartier de la Gombe, où se trouve la majorité des institutions nationales et étrangères, affirme ce politologue. Il y a énormément de questions liées à des procès autour des maisons à Gombe, des gens qui s'approprient des maisons sur base de parfois des jugements par défaut et qui conduisent à des déguerpissements assez forcés et parfois assez rocambolesques. C'est dire comment la sécurité juridique aujourd'hui des biens et des patrimoines est assez volatile avec la justice que tout le monde reconnaît comme malade dans le pays. Les autorités congolaises ont annoncé qu'une enquête rigoureuse est en cours afin d'identifier et de poursuivre les responsables de ces actes. Au moins 5 policiers ont déjà été interpellés. Le Congo a-t-il cédé des terres au Rwanda? La société civile relance la polémique. Elle est revenue sur les récents propos de l'ambassadeur rwandais à Brazzaville. Le diplomate avait notamment accusé l'opposition de propager de fausses informations concernant les contrats d'exploitation agricole entre les deux pays. Ce sont ces opposants qui ont intoxiqué la population, à leur donner les informations qui ne sont pas correctes. Je pense que le gouvernement a commencé à expliquer le contenu de ces accords. Nous aussi, nous allons continuer à travailler de concert avec le gouvernement pour faire la pédagogie. Des propos qualifiés d'injurieux par de nombreux acteurs. Une coalition citoyenne dénonce l'ingérence de Kigali et exige l'expulsion du diplomate. Ce sont des propos vraiment déplacés, c'est un manque de respect. Le peuple congolais est en droit de demander des explications au gouvernement par rapport à ces accords, parce qu'il s'agit de terres. Aujourd'hui, la question des terres est une question brûlante qui a fait l'unanimité au sein de la population qui ne veut pas des accords avec le Rwanda. Et lorsque l'ambassadeur dit qu'il vient pour faire de la pédagogie au peuple congolais,
de la pédagogie à un peuple souverain, c'est un manque de respect criard. Des Congolais de plus en plus irrités par l'attitude de Kigali. Si le Congo et le Rwanda ont entamé un rapprochement depuis 2 ans, les modalités de cette nouvelle relation inquiètent. En 2022, des accords ont été signés. Ils prévoiraient notamment la mise à disposition de terres dans le sud du pays à une société congolaise dont les actionnaires sont basés au Rwanda. Mais la légalité de ces partenariats interroge, tout comme les bénéfices pour le Congo. Ces derniers mois, les médias se sont emparés du sujet. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Alors que la méfiance est de plus en plus forte, les autorités minimisent la portée du projet, voire semblent désormais prêts à rétropédaler. Les Rwandais, pour l'instant invisibles, avaient 2 ans pour se présenter et regarder, sonder la terre et puis mettre en place les conditions de la production. Si il n'y a personne qui arrive à la date du 8 décembre au plus tard, les différentes autorisations vont tomber d'elles-mêmes parce qu'elles ont été données pour 2 ans. Au total, 12 000 hectares de terres cultivables situées dans les 4 départements du sud du pays seraient concernés par cet accord. En Afrique du Sud, 6 entreprises publiques sont dans le collimateur de la justice. Parmi elles, Eskom, la compagnie de la loterie South African Airways, la compagnie Prasa et la société portuaire et ferroviaire Transnet. Pour cette dernière, le préjudice porterait sur un montant de 4 milliards de dollars perdus dans l'attribution de contrats frauduleux et de détournement de fonds. Le président Cyril Ramaphosa a signé vendredi le décret autorisant l'unité nationale d'investigation à enquêter sur ces actes de mauvaise gouvernance. Quant à Eskom, déjà au cœur de scandales de corruption à répétition depuis des années, l'entreprise est épinglée pour sa mauvaise gestion financière et l'influence des politiques dans la signature de certains contrats. Les enquêteurs vont passer au peigne fin 270 contrats d'une valeur de 2,2 milliards de dollars. L'enquête de l'unité nationale d'investigation a déjà permis de saisir une propriété de l'ex-président de la compagnie de loterie. Il aurait détourné des fonds réservés aux athlètes handicapés. Aux États-Unis, un tribunal a de nouveau rejeté mardi la demande de libération d'un ancien chef de gang de la région de Los Angeles, accusé du meurtre de la star du hip-hop Tupac Shakur en 1996. La juge évoque des soupçons de dissimulation concernant les sources de financement de la caution. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'éléments pour reconsidérer ma conclusion initiale, selon laquelle la défense n'a pas démontré que cette information provenait d'une source légitime et qu'elle en était la raison. La demande de réexamen est donc rejetée et la contre-motion est également rejetée. La défense de Dwayne Davis est soupçonnée d'utiliser les bénéfices de la vente de l'histoire de ce meurtre pour régler la caution de 750 000 $, ce qui est proscrit par la loi du Nevada. En juin, vous faisiez une loi qui ne me concernait pas. Vous avez continué, puis le mois suivant, en juillet, vous avez dit que la loi ne me concernait pas. C'est autre chose. Davis a plaidé non coupable de meurtre au premier degré et la juge a repoussé le procès à la période du 4 novembre au 17 mars.